Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de bande dessinée, bienvenue dans ce Strip Track, numéro je ne sais pas combien. C'est une émission consacrée à la bande dessinée et le grand spécialiste de la bande dessinée de Trick Track, c'est monsieur Christophe. Comment ça va bien, Christophe? Très bien, mieux même, ça serait carrément de l'abus. Ah oui, c'est ça, il ne faut pas abuser non plus des bonnes choses. Alors, cette émission est consacrée aux nouveautés nouvelles qui viennent d'arriver sur les étals des libraires. Novembre-décembre, tout à fait. Ça, donc novembre-décembre, j'en ai un gros paquet qui est là, on va aborder ça. Il y a plusieurs éditeurs, plusieurs dessinateurs, il y a quelques trucs complets du même, à la fin un spécial truc, même qu'on a fait une petite visite à Paris chez les éditions, c'est quoi, c'est les Lombards? Lombard, une petite surprise à la fin. Et donc on va entamer tout de suite parce que ne perdons pas de temps, les gens sont là pour savoir ce qui est intéressant. Je vais pousser toute cette pile vers toi, car c'est toi le spécialiste. J'en ai lu 2 ou 3 à l'intérieur, je crois. Et donc, je donnerai mon point de vue quand on arrive à ce moment-là. Christophe, c'est à toi de nous expliquer ce qui est bon ce mois-ci, ce qu'il faut lire et acheter. Et offrir, car justement, c'est la fin de l'année. J'avais oublié que c'est Noël. Eh ben oui. Et quoi de mieux qu'une bande dessinée pour Noël? Et du coup, on a un peu justement fait une sélection pour se faire plaisir et aussi faire plaisir aux autres. Alors justement, on va commencer par un peu d'humour, parce qu'avec les vraies histoires de l'art, donc on a les vraies histoires de l'art 1 et le tome 2 vient de sortir, enfin c'est pas le tome 2, c'est les vraies histoires de l'art, le retour. Donc là, c'est chez un petit éditeur. Ça commence par un hommage à Yves Klein, c'est ça? Ce sont justement des parodies, enfin des détournements de grandes œuvres de peinture. Et donc, voilà, les auteurs ont imaginé le pourquoi du comment des différentes planches. C'est très drôle. Donc, justement, on peut commencer à expliquer. Voilà, D'accord, la dame, elle était comme ça, elle a mangé ça et elle finit comme ça. Voilà. Okay. Alors, chaque fois, tu as toujours les références, artistiques. Et donc, ce sont des détournements. C'est très drôle. Donc, il y a 2 tomes qui sont sortis. Tu vois, par exemple, voilà. On comprend bien l'idée, hein. Donc, c'est extrêmement drôle. C'est aux éditions La Palette. Voilà, tout à fait, La Palette. Les auteurs sont Sylvain Coissard, Marie-Fred Dupré, Céline Guérin et Yannick Robert. Donc et puis, quand ils travaillent sur les peintures, c'est vraiment du vrai beau travail. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment travaillé sur la peinture. Donc, tu vois, voilà, on est sur 2 exemples de peintures qui sont détournées, puisque les courses de chevaux à Epsom d'un côté et le derby d'Epsom de l'autre, en milieu, Danger Crocodile. Et on voit bien la patte de Géricault, puisqu'il ne savait pas faire courir des chevaux, même s'il avait un coup de pinceau extraordinaire. De la croix, etc. C'est pas vraiment de la bande dessinée, ça. C'est pas de la bande dessinée, entre les deux, ça on est dans l'illustration humoristique. C'est pas du récit tout à fait, mais on est vraiment dans l'humour. Et comme c'est, voilà, là on est vraiment à la fois pour ceux qui aiment ce type d'humour, l'humour non-sens, et ceux qui justement cherchaient des cadeaux, entre autres pour des gens qui aiment la peinture. Là, moi, clairement, c'est le type d'objet que je conseille. Ok, et ça coûte pas très cher. Très bien. 12,95 €. 12,95 €. Et vraiment, c'est très bonne qualité. Ok, suivant. Alors là, on est dans le lourd. Oui, c'est vrai que ça pèse 1,5 kg chaque bouquin. Tardy, Stalag 2B. Donc René Tardy, c'est Jacques Tardy qui parle de l'histoire de son père, René Tardy. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Moi, René Tardy, prisonnier de guerre au Stalag 2B. Le premier tome était sorti l'année dernière, vient de sortir le tome 2, Mon retour en France. Donc là, on n'est pas du tout dans l'humour. On est sur le récit de comment est-ce que le père de Tardy a vécu la guerre, sachant qu'il a été prisonnier de guerre, il était dans les chars français, il a été emprisonné et ensuite il a passé 5 ans dans les camps. Donc le tome 1 raconte les 5 ans qu'il a passé dans les camps. Le tome 2 raconte le retour, enfin justement ce qui s'est passé en 1944 quand ils étaient en Pologne. Quand les Allemands ont commencé à vider les camps, et là, on lance une longue marche. Donc là, c'est pas que de la bande dessinée historique. On était habitué à voir Tardy parler de la guerre avec la guerre de 14 et les différentes œuvres. C'est sa grande spécialité. Tout à fait. 14-18 l'a profondément marqué, c'est sa grande spécialité. Là, effectivement, il s'attaque à la guerre. Mais c'est pas vraiment s'attaquer à la guerre de 39-40, puisque là, il parle de son père. On est vraiment sur un dialogue avec son père. D'ailleurs, lui-même se représente. Tu vois, c'est à chaque planche, on peut voir. Il est présent. Il est présent avec en fantôme. en enfant d'une dizaine d'années à peu près.
Et c'est un vrai dialogue avec son père. Donc là, on est sur une œuvre qui est vraiment personnelle. Sachant que c'est le prémisse d'une saga familiale, puisque a été annoncé déjà le fait qu'ils allaient ensuite raconter le retour de son père, parce que son père était vraiment militaire, il était militaire de carrière, alors que lui-même est totalement antimilitariste, et que son père était quelqu'un qui manifestement était très désabusé, y compris par rapport à la hiérarchie militaire, etc. Il a très très mal vécu son emprisonnement. Et cette partie, les 5 ans qu'il a passé en Pologne. Et c'est vrai qu'on on voit vraiment une œuvre personnelle. Je pense que c'est le début d'une vraie œuvre humaine. J'ai lu la chose un petit peu quand même, pas complète parce que c'était assez volumineux. Au-delà de ce qu'on pouvait trouver dans les premiers Tardi, c'est-à-dire ceux consacrés à la guerre de 14-18, on pourrait se dire, tiens, il nous refait la même chose avec la guerre de 40. Alors effectivement, il y a un contexte historique qui est assez intéressant, mais ce n'est pas le propos. On s'en rend compte quand on lit la petite préface, là, qui est extrêmement intéressante, et puis après, en le parcourant, l'importance que prend Tardi lui-même dans l'histoire, puisqu'il est en fantôme, à côté de son père en permanence. Et ce que j'ai moi trouvé d'intéressant en l'abordant, c'est la relation qu'on peut avoir avec ses parents, ses propres parents. Et la relation avec la guerre de 14 est aussi intéressante parce que René Tardy, donc le père de Jacques Tardy, est lui-même le fils d'un poilu qui a vécu la guerre de 14-18. Tout à fait. Et ce père qui a vécu la guerre de 39-40 a subi une existence basée sur la guerre de 14-18 de son propre père. Donc le grand-père de Tardy a pesé sur le père de Tardy, qui lui-même a pesé sur Tardy. Et cette relation est extrêmement intéressante. J'ai trouvé extrêmement enrichissant ce passage où Tardy comprend ce qu'était son père, pourquoi il était devenu bougon, pourquoi il était devenu grognon. Il a un rapport à l'armée, à la guerre, assez particulier, parce que en gros, le père de Tardy a vécu dans la défaite. On comprend l'humiliation de la guerre de 39-40. Ces gens qui n'ont pas pu être des héros. Et c'est assez. Donc ça va au-delà de la guerre, de raconter les morts, la souffrance. C'est vraiment comment on devient. Parce que le père de Tardy a été jeune quand il est parti à la guerre. Il s'est engagé, 24 ans. 24 ans. Il venait d'avoir. Il s'était même engagé lui avant. Juste avant, oui. Donc du coup, c'était vraiment un militaire de carrière qui a subi la défaite de plein fouet, puisqu'il se sentait lui-même quelque part un peu responsable. En tout cas, il faisait partie de l'armée française qui a été vraiment. C'était une vraie débâcle. Donc lui, en tant que membre de l'entité armée française, il a très 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 mal vécu, et le fait en plus d'être passé à côté de la guerre quelque part. Exactement. Tout en ayant subi. Non seulement la guerre telle qu'elle est, on la vit, enfin pas normalement, mais quand on est un militaire, mais surtout par rapport à son propre père, qui lui était victorieux de 14-18, enfin qui était un vrai héros. Et c'est assez rigolo de voir ça, c'est-à-dire le grand-père qui fait 14-18, le père qui vit prisonnier en 40, et Tardy qui est pacifiste, et qui passe sa vie à écrire des bouquins sur la guerre. C'est juste assez fabuleux de voir ça. Après, c'est du Tardy, donc on aime ou pas le trait. Moi, je suis très client. Je suis client du trait depuis. C'est excellent, c'est vraiment très très bon. Et comme tu dis, on est là sur une œuvre vraiment très très personnelle. C'est vraiment un dialogue. Il faut savoir que le père de Tardy, toute sa vie, a toujours ressassé ces 5 années. Il en reparlait tout le temps. Et Tardy raconte d'ailleurs que du coup, lui, son adolescence, en plus il a vécu une adolescence où il était en opposition totale, il était antimilitariste, etc. Donc du coup, cette ressucée chaque fois des mêmes histoires, il s'y opposait, il n'écoutait pas, il n'écoutait plus, il était vraiment totalement fermé à ça. Et on sent bien que maintenant, alors dans les années 80, il a demandé à son père, parce que du coup il commençait à faire des livres, il a quand même je pense qu'il a eu l'instinct de se dire c'est quand même quelque chose d'intéressant et d'important. Donc du coup il a demandé à son père de rédiger, de raconter justement ces années-là dans un cahier. Son père a écrit plusieurs cahiers, enfin en tout cas au moins un cahier, pour raconter vraiment toute cette période-là. Et bien après, donc il y a quelques années, Tardy a repris ses cahiers pour en faire ce récit. Mais du coup, tu sens qu'il y a un manque quelque part, c'est qu'il avait cassé le dialogue avec son père, et que maintenant il se pose des questions, il essaye de comprendre, donc il reprend ce texte original pour essayer non pas de faire son propre récit, pour vraiment essayer de respecter le récit de son père et essayer de comprendre. On sent bien qu'il y a une recherche de la compréhension de qui était son père et de ce qu'il avait vécu.
Et au niveau narratif, on le voit bien, c'est pas une aventure, c'est pas des militaires qui racontent, enfin, c'est pas une histoire militaire comme on pourrait le voir normalement, une histoire qui se suit, bien que ça se suive. Hein. C'est quelqu'un qui raconte ce qu'il a vécu avec cet enfant fantôme que les autres ne doivent probablement pas voir, qui pose des questions à son père. D'ailleurs, on ne dit pas tank, on dit char, il lui dit plusieurs fois au début. Enfin, il y a vraiment un échange entre cet enfant qui pose des questions au milieu des anecdotes, on va dire, ordinairement extraordinaire de son paternel. C'est extrêmement intéressant, au-delà de l'approche de la guerre. C'est vraiment le fil, comprendre ce qu'était son père pour se comprendre soi-même, comme on en arrive là. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très plaisant. Et il l'interpelle régulièrement, il dit « Pourquoi tu t'es pas évadé? Pourquoi tu t'évades pas? Pourquoi tu t'évades pas ?» Et c'est toujours « Tais-toi, tu peux pas comprendre. Fais ton service militaire d'abord. » C'est ça, c'est très, très bien. Même Tardy a essayé de reconstituer un petit peu ce dialogue qui n'existait pas. Je pense que c'est vraiment. En plus, bon, il faut savoir que c'est une œuvre familiale, puisque en plus, donc les couleurs sont faites par la fille de Jacques Tardy. Les recherches ont été faites aussi avec son fils, et l'épouse de Jacques Tardy elle-même a participé à l'ouvrage par sa propre approche, puisque son propre père, donc le beau-père de Jacques Tardy, lui-même a vécu une histoire à peu près similaire. En tout cas, lui aussi a été prisonnier de guerre. Donc on est vraiment là face à une génération qui essaye de comprendre la génération précédente et ses événements. Alors c'est très épais. Hein. Oui. Ça fait, chaque volume fait, je ne sais plus, au moins 186 pages. Donc voilà, c'est très intense. C'est très intense. Alors le premier est vraiment sur la défaite, puis ensuite les 5 années qui passent. Le second est parfois justement, donc là on est juste sur les 5 mois, parce qu'ils ont marché pendant 5 mois, de l'hiver jusqu'au printemps, à travers toute l'Allemagne, enfin de la Pologne jusqu'à l'Allemagne, pour essayer donc ils étaient vraiment encadrés par les Allemands, donc les Allemands fuyaient l'armée soviétique qui arrivait, et en même temps il y avait les armées anglo-américaines et françaises qui elles arrivaient de l'autre sens, et donc du coup, d'ailleurs il y a une carte du trajet qu'ils font. Et donc ça parle de ces 5 années de marche vraiment intense et dans le froid, la difficulté pour se déplacer. Ils en parlent très très bien. C'est peut-être au début d'ailleurs du livre, je ne sais plus si c'est au début ou à la fin. Il y a un moment où on a une carte dans le dernier volume. Voilà, on a une carte du parcours. Vous voyez, donc ils sont partis d'ici, et alors là, il y a pendant plusieurs semaines, ils font des allers-retours, etc. Donc ça parle en plus de cette incompréhension-là. Et pourquoi et en même temps, tu as les questionnements de Tardy. Donc là, par contre, sur cette partie-là, il y a peu de choses d'expliquer, puisqu'il y a juste un cahier que René Tardy avait fait sur les différents arrêts qu'il faisait, avec quelques petites anecdotes que Jacques Tardy essaye de développer, etc., essayer de comprendre. Mais par contre, parfois, il y a des incompréhensions. Et du coup, un peu plus de questions et aussi une remise dans le contexte. C'est-à-dire que tu as qu'est-ce que eux prisonniers vivent en marchant dans le froid, etc. Et en ne sachant absolument pas où ils allaient et où ils étaient emmenés. Et en même temps, les différents événements historiques, en tout cas militaires, qui se passent en parallèle sur les différents fronts. Donc ça raconte aussi en plus la chute de l'empire, du régime nazi. Et pendant que ces hommes continuaient, eux, à être prisonniers et étaient victimes. Tu parlais d'aspect graphique. On peut rappeler que c'est un album en noir et blanc, mais pas que, parce qu'il y a des touches couleurs qui sont très très fortes, justement. Toi, il y a des touches rouges. Tout le récit est en noir et blanc, excepté la toute fin, la dernière page, puisque là, et quelque part, c'est quelque chose qui est très, très, moi je trouve très émouvant. C'est ses parents, c'est la rencontre de ses parents. Donc, quelque part, et c'est d'ailleurs le seul planche où on voit son père sourire. Donc là, pour moi, quelque part, c'est vraiment un message très très fort d'un fils à son père. C'est le début d'une saga, comme je l'ai dit, puisqu'on nous annonce donc, plusieurs tomes qui vont raconter, grosso modo, la vie familiale des Tardy après-guerre. Il y aura le retour de son père en Allemagne, puisque du coup, il va revenir en Allemagne en tant que militaire français d'occupation. Oui. Et puis la vie familiale des années 50-60, dans une famille qui manifestement est plutôt haute en couleur. Donc là, je dirais que Tardy fait ici son œuvre la plus personnelle
Et c'est pas une autobiographie, mais... Mais pas loin, hein, il raconte, voilà. il cherche qui il est et pourquoi il est comme ça et le rapport avec son père. Quand on aime Tardy, c'est à lire parce que c'est très bon. 25 € pièce, mais c'est épais, très Ah, épais. non, mais c'est vraiment, là, on est vraiment, puis on est vraiment sur le début d'une œuvre très, très importante. Je pense que ça va vraiment être quelque chose de très, très important dans sa production. Alors je vois 13. On va d'abord déjà parler avant de Black et Mortimer, puisque alors, on reste, là, on passe maintenant dans on passe un peu, je dirais, dans les blockbusters de la sortie de la fin d'année. Donc, on va dire qu'on reste un peu dans l'histoire de l'époque, puisque le dernier, donc on a les quelques planches et la couverture qui est présentée Le bâton de Plutarque. Du bâton de Plutarque, du dernier Black et Mortimer. Alors pourquoi je parle de cet album-là juste après Stalag 2B, on dirait que ça n'a rien à voir. On va dire que les deux se passent justement sur la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puisque Yves Sante et Juillard ont fait un album qui fait juste le pendant entre l'univers de la reprise de Black et Mortimer. Tu sais que Black et Mortimer donc, a été repris, c'est une licence, donc on a de nouveaux albums qui sortent. Et Yves Sante c'est un peu spécialisé sur des histoires qui racontent un petit peu tout ce qui s'est la genèse d'avant des albums de Jacobs. Voilà, c'est un préquel. Ce sont des préquels. Et là, on est vraiment, on avait raconté la rencontre entre Black et Mortimer quand ils étaient jeunes, adolescents, enfin post-adolescents, mais bon, en Inde et tout ça. Et là, cet album-là, Le Bâton de Plutarque, se passe juste avant le premier album de Jacobs. Et ce qui était drôle, c'est que justement, on avait une sorte de trou, parce qu'on parlait de la Deuxième Guerre dans la série de Jacobs, on parlait de la Seconde Guerre mondiale. Là, les premières histoires se parlaient de l'invasion du monde par l'Empire du Tibet, l'Empire jaune, l'épouvantable Empire jaune. Et du coup, personne ne savait comment est-ce qu'on pouvait, à quel moment la Seconde Guerre mondiale se passait, est-ce qu'elle se passait avant, comment, etc. C'était un trou absolu, un vide absolu, pardon. Et là, justement, il le comble, il raconte la fin de la Seconde Guerre mondiale et comment est-ce que l'Empire jaune va. Voilà, on est vraiment sur l'album qui se passe juste avant le premier album de la série. Une charnière, donc. Tout à fait. C'est un album qui de très bonne facture, et on est dans le respect clairement de l'œuvre de Jacobs. Donc c'est beaucoup de textes, c'est pour les amateurs du genre, mais c'est un album qui est très très bon, enfin en tout cas qui est excellent pour les amateurs. Vraiment, il n'y a aucune déception. Ils vont kiffer leur race. Voilà, totalement. On passe maintenant sur 13. Pourquoi est-ce qu'on passe de Black et Mortimer à 13 ? Parce qu'on reste sur Yves Sante, toujours. Évidemment. Eh oui. Tu me l'aurais demandé, je te l'aurais dit. Yves Sante qui devient le spécialiste des reprises. Et donc là, 13, on a déjà fait une émission spéciale sur 13. Le fameux tome 26, c'est ça ? Je ne vais pas dire la bêtise, c'est le 23, pardon, le 23 vient de sortir. On est donc sur la continuité de l'histoire. Donc, je rappelle juste que donc, Yves Sante et Jougounov ont repris la série. Ils ont inventé la suite, clairement, des aventures de 13. On revient toujours dans son passé, mais on n'est plus dans les rebondissements à outrance qu'on a pu vivre peut-être à une époque. On est sur une bonne histoire et là, on est à la fois de l'enquête, ça se passe en Hollande et un peu en France, un peu en Belgique, mais surtout en Hollande. C'est de l'aventure et aussi justement, alors beaucoup de textes du coup, parce qu'il y a toute une intrigue qui continue à avancer. Alors, on nous avait annoncé que le deuxième cycle se ferait en 4 albums. On est déjà au 3e album du cycle. Vu tout ce qui s'y passe et toutes les questions qui se posent, je me demande bien comment est-ce que le tome 24 va répondre à toutes les questions. Donc ça tourne autour de l'histoire du Mayflower. C'est quel est le secret réel. Tu sais, le Mayflower, c'était le bateau qui avait, on va dire, fait débarquer les premiers fondateur des États-Unis d'Amérique, et manifestement, il y avait plusieurs clans sur ce bateau, et que 13 serait le descendant d'un de ces différents clans, et qu'il y aurait une guerre ancestrale, un combat ancestral qui durerait entre au moins 2 de ces clans. Donc là, on est sur un album de très bonne facture aussi. Et voilà, pour ceux qui avaient arrêté la série, je vous conseille de découvrir ce nouveau cycle. Et là, le tome 23, voilà, il n'y a rien qui dépasse. Chez Dargaud, donc. Ça coûte combien ? Il n'y a pas le prix, là. Je n'ai pas vu le prix, mais bon, ça va pas être très cher. Peut-être 13 ou 14 euros. C'est ça.
code prix, le prix je vous Oui, le c'est donne, les hein, codes- c'est les codes. c'est DA04. Voilà. Donc ensuite, on passe sur Alix Senator. Et oui, parce qu'on part toujours des reprises. Ouais, et Alix, c'est une reprise aussi. Et Alix, c'est une reprise. C'est dingue. Tout le monde se rappelle de la série Alix. Pas moi, parce que de je ne Jacques lisais Martin. pas Tu ne Alix, lisais mais pas. je connais le nom. Alors, Le Mops devait lire Alix, il a une tête à lire Alix, le Mops. Alors Alix, justement, Alix, c'était la série de Jacques Martin. On dit, bon, et qui continue d'ailleurs, toujours. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aux éditions Casterman, ils ont eu l'idée de faire une série parallèle. Alors, c'est pas un préquel, c'est après, c'est la suite. C'est 20 ans après. D'accord. C'est 20 ans après la série mère. Donc, on est sur enfin, peut-être un peu plus d'ailleurs, peut-être 30 ans même, puisque Alix a la cinquantaine d'années. Ça se passe sous Auguste. Et donc, là, c'est le 3e tome de la série. Qui raconte, donc ce sont les intrigues politiques. Il y a un peu d'aventure, mais il y a aussi beaucoup de politique au sein de l'Empire d'Auguste, avec des conflits, un mystère entourant un retour de César qui pourtant est mort depuis une vingtaine d'années normalement, et il ne serait pas mort. On parlait de son retour en Égypte, donc Alix a été en Égypte, là il en revient, il y a toute une histoire autour d'un complot de l'assassinat autour d'Auguste. Moi, je trouve que cette vision est très intéressante parce que ça reprend l'univers du personnage. C'est très respectueux, je trouve, de la psychologie du personnage. Même ça y rajoute un petit peu. Et graphiquement, alors moi, je trouve, il y a une chose que j'adore, c'est ce plan-là. On est sur un dessin réaliste, mais d'un excellent dessinateur. Donc les auteurs sont Valérie Mangin et donc au scénario, et Thierry Desmarez au dessin. Moi, je trouve que c'est une très bonne... Oui, enfin, en tout cas, c'est pour les amateurs aussi de la bande dessinée historique, réaliste, un peu politique, et autour des complots, etc. C'est vraiment très sympathique. Et voilà, pour les cadeaux, c'est pareil, pour faire découvrir, à offrir pour les amateurs, il n'y a vraiment aucun problème. Et là, ça vous coûtera à peine CA 43. Bon, vous savez, les bandes dessinées, c'est toujours autour de 15 €. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, les prix sont toujours à peu près les mêmes, puisqu'on est sur du format standard, et avec toujours des paginations à 46 planches, etc. Là, ce n'est pas c'est pas une reprise, tout en étant une reprise, c'est la suite des aventures de Soda. Alors, connaissais-tu Soda? Absolument pas. Absolument pas. Donc, Soda, c'est une série qui maintenant doit avoir peut-être une vingtaine d'années, qui s'est arrêtée pendant une dizaine d'années. Ça se passe à New York. C'est l'histoire d'un flic new-yorkais qui a une petite spécificité, c'est que sa mère il vient du Texas. Quand il n'avait pas dit à ses parents qu'il était devenu policier, parce qu'il est arrivé à New York comme ça pour travailler du travail, et puis finalement il devient flic, mais il ne voulait pas l'annoncer à ses parents pour pas que sa mère s'inquiète, puisqu'elle est cardiaque. Et à la mort de son père, sa maman le rejoint. Et si bien, et lui, il a fait croire qu'il était pasteur. Ok. Donc il est pasteur le jour près de sa mère et il est flic la nuit dans les rues de Non, New York. il est flic toute la journée, sauf que quand il rentre à la maison, il faut qu'il soit un pasteur. D'accord. Donc du coup, et généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours des problèmes, parce que donc il est vraiment habillé en pasteur, il se change dans l'ascenseur, mais régulièrement, il n'a pas le temps de se changer, etc. Donc parfois, il peut être pris dans des aventures, ça c'est les premiers albums, il pouvait avoir des anecdotes assez amusantes où justement il était pris, personne ne pensait qu'il était policier parce qu'il était en habit de pasteur. Il a une spécificité aussi, c'est qu'il a à la main gauche, il a un gant, il porte toujours un gant parce qu'il manque un doigt, on ne sait pas pourquoi. D'accord. Donc normalement, toutes les premières histoires étaient toujours ces histoires de policiers avec des malfrats, etc. Une histoire de flic, voilà. Sauf qu'il est habillé en pasteur et il a un très très gros flingue. Et puis la série s'est arrêtée pendant une dizaine d'années puisque manifestement le scénariste a eu quelques problèmes de santé. Le dessinateur, n'ayant plus de scénariste, a fait une série pour enfants, un thriller pour enfants. C'est très fort. Seul, on en reparlera un jour de Seul, parce que c'est une série très intéressante. Et donc, on n'avait plus de nouvelles de la série. Et là, avec un nouveau dessinateur qui était du même studio, nous avons, donc c'est Dan Verglingen et Philippe Tom, donc le scénariste. On a cette reprise de 13
Il faut savoir que Philip Tom adore la ville de New York et manifestement, il a pas mal été choqué par le 11 septembre. D'accord. Jusqu'à la fin, on voit un petit. Voilà, et là, ça parle justement, l'histoire commence, tout départ commence justement le fameux 11 septembre. Ok. Donc l'histoire classique, on découvre un cadavre dans la flotte, et ça se passe le 11 septembre, tu vois, c'est ce plan-là qui évoque cet accueil-là. Il est en train de voir, bruit et voilà. il est en train de voir effectivement les avions s'écraser. Ça parle, donc ça commence cette histoire-là. Et ce qui est assez étonnant, c'est que cette intrigue part d'un principe, tourne autour. Il semblerait qu'on parle des complotistes. Il y a des personnes qui considèrent, qui pensent que finalement le 11 septembre était en vérité quelque chose qui était plus proche des Américains que d'un attentat, en tout cas de services secrets ou ils étaient au courant, tout voilà, ça, l'histoire de complot, mission, tout ça. Voilà, et étonnamment, Philip Tom semble avoir, en tout cas, s'approcher de cette thèse. Donc, ce qui est étonnant, on parle du Patriot Act aussi. Et là, c'est justement, normalement, les albums sont tous en un tome, et là, c'est le début d'un diptyque, c'est le premier tome. Il y aura un deuxième album qui va clôturer l'histoire. Sauf s'il y a vraiment complot. On l'empêchera de faire son deuxième album. On verra bien si c'est on possible. Ok, je vois l'idée. D'accord. C'est très dynamique, graphiquement, ça respecte totalement l'aspect visuel des albums précédents. Chaque fois, moi, j'aime beaucoup dans cette série, c'est les titres des albums, puisque tu vois, c'est toujours Un ange trépasse, Lettre à Satan, Tu ne buteras point, Dieu est mort ce soir, Fureur chez les saints. Et donc celui-ci s'appelle Résurrection. D'accord. Donc on est toujours dans la thématique un peu religieuse et flicarde. Et voilà, c'est une bonne nouvelle d'avoir le retour de cette série. Moi j'aimais beaucoup cette série, je la lisais quand j'étais jeune. D'accord. Et voilà, c'est du polar assez original. Ok. Soda. Les Schtroumpfs, ça je connais moi les Schtroumpfs. Voilà, tu connais. Le Krakoukas. Non, le Krakoukas. Le Krakoukas. Eh ben, en plus, ça tombe bien, on en parle dans le tome 2. Donc, justement, on parlait des cadeaux toujours. Et dans les cadeaux, justement, il y a beaucoup d'intégrales qui sortent en fin d'année. Et alors, il faut le dire, c'est que les éditions Dupuis font de très, très belles intégrales. D'accord. Puisque, comme tu vois, tu vas l'ouvrir, tu vas le voir, c'est qu'au départ, ça commence. Alors, tu vois, ça commence toujours par des dossiers. Ah, là aussi, un hommage à Klein. Oui, toujours. C'est de très belles reproductions et on est. Alors, il y a quelques photos d'archives, etc. Et surtout, il y a des dossiers qui expliquent la genèse de la série, les genèses des personnages, enfin des auteurs, etc. Comment la série s'est faite, s'est développée. C'est des dossiers très documentaires. Donc, pour les amateurs des bandes dessinées de ce qu'on appelle l'âge d'or du franco-belge, ce sont de très très beaux cadeaux à faire, franchement. Il y a beaucoup de pièces. Et puis après, on est là. Donc, tu vois, là, il y a des inédits. Et après, on arrive aux albums eux-mêmes. Donc, et là, on est vraiment sur la partie de l'âge d'or. Donc, il y a le Krakoukas, il y a l'œuf, voilà, l'apprenti Schtroumpf, le Cosmo Schtroumpf. Qu'est-ce que c'est bon, le Cosmo Schtroumpf. Voilà, moi, c'est mes albums préférés. Donc, ce tome 2 est excellent. Alors, j'ai pas les prix, mais ça reste très... Du 12, DU12. On va être autour de 30 € j'imagine, vu la gamme. Mais c'est et franchement, à offrir pour les amateurs de bande dessinée des années 60, 50-60, c'est très très bonne qualité. Vraiment, et c'est de la bonne reproduction, c'est-à-dire que vraiment ils ont fait un très très bon travail. Ils ont essayé de retrouver des inédits, donc parfois tu n'as plus les planches, donc ils ont carrément récupéré à partir de ce qui était publié dans le journal. Et là on a vraiment en plus les dessins qui étaient faits pour les albums, parce que maintenant les albums sont stéréotypés, les couvertures, les dos, etc. Tout est nouveau. Alors qu'à l'époque ils faisaient des intérieurs, voire des dessins spécifiques à chaque album. Donc, et là ils sont tous reproduits. C'est très très bon. Et bien sûr, forcément un classique encore. On a Spirou et Fantasio, voilà, on parle des classiques. On va passer très rapidement sur Spirou et Fantasio, donc de Johan Evelman. Donc c'est le numéro 54. Donc 54, mais bon, voilà, on est maintenant au 6e ou à la 7e reprise de la série. Donc là, le Groom, comment s'appelle l'album déjà Le Groom de Sniper Alley.
Ah oui, ils se font tirer dessus par un sniper. Donc on est sur Johan, qui est le dessinateur, maintenant c'est leur 3e ou 4e album. C'est assez dynamique, on voit encore une évolution du trait, du dessin, etc. Alors, on retrouve le personnage de Vito Cortisone, qui a été un personnage de l'excellent, un fabuleux album de Spirou qu'il faut lire, c'est Spirou à New York de Tom et Jean-Ry. Et donc là, on est sur une aventure dans un pays où justement on va essayer de retrouver la bibliothèque d'Alexandrie. Et donc au départ, c'est beaucoup de snipers, et après on est dans une aventure. Oui, mais il y a des trucs un peu monstrueux. C'est mystérieux, etc. On ne va pas trop en parler parce que justement, si j'y viens, c'est qu'on espère pouvoir avoir Johan peut-être à la rentrée en interview. Oh, ça serait cool. Et donc, on pourrait discuter avec Johan. Et il faut quand même le dire, c'est qu'à la fin de l'album, on nous annonce quand même le retour d'un personnage important qui est le Marsupilami. Ah oui. Puisqu'il faut savoir une chose, c'est que le Marsupilami a quitté les aventures de Spirou depuis très très longtemps, puisque quand Franquin a arrêté la série, donc dans les années quand même 60, au moins, 10 je crois, il a laissé tous les personnages qu'il avait créés, parce que Spirou ne lui appartenait pas, Spirou, Fantasio et Spip appartenaient aux éditions Dupuis, mais tous les personnages qu'il a créés, Champignac, Zorglub, etc., il a tout laissé à l'éditeur, excepté le Marsupilami, qu'il avait voulu conserver pour lui-même en disant « j'ai envie de faire des aventures derrière ». Il a fait quelques aventures, d'ailleurs après il y a eu les éditions Marsuprod qui ont été créées, avec des aventures spécifiques du Marsupilami, mais du coup il n'y a eu qu'un seul Spirou avec le Marsupilami, c'est celui qui a juste succédé à Franquin, c'était le premier album de Fournier, où Fournier a eu l'accord de Franquin pour avoir le Marsupilami qui apparaît dans l'album. Et puis juste pour la petite histoire, il faut savoir que le Marsupilami était directement dessiné par Franquin sur les planches de Fournier. D'accord. Donc il n'y avait pas eu d'autres dessinateurs réellement vraiment du Marsu. Et puis après, donc, Dupuis, Spirou n'a pas pu continuer avec le Marsu. Et là, comme les éditions Dupuis ont racheté les éditions Marsuprod, ils ont récupéré les droits du Marsu. Et de nouveau, la série mère peut parler du Marsupilami. Okay. Donc le prochain album aura lieu avec le Marsupilami. Et on espère avoir Johan début 2015 pour en parler. Ah bah ça serait rigolo, oui. Voilà. Intéressant. Et comme on parlait d'interview, et voilà, il y a le nouveau book qui est sorti. Voilà, là on va parler aussi d'un grand dessinateur. Oui, je l'avais dit dans une précédente émission que moi j'aimais bien le trait de Book, hein, c'était sur l'émission de 13 je crois, et ça tombait bien puisque Book a sorti une espèce de genre de série. Donc moi j'ai lu celui-là, qui m'a un peu surpris, et parce que moi j'étais habitué à Book, à son trait, que je trouvais extrêmement intéressant, parce que son trait était très sûr, une vraie patte graphique, on va dire. À l'époque où moi je lisais Book, c'était les années 80, je lisais Fluide Glacial, etc., Edica, tu vois, des dessins un peu à l'arrache, tu vois, pas forcément bien dessinés, bien que ce sont de grands dessinateurs, hein, mais ce petit côté comme ça, vraiment bande dessinée, avec des histoires un peu extravagantes, et Book avec cette particularité d'écrire des histoires extravagantes, des choses qui n'existent pas, des trucs hallucinants, mais avec un trait super propre. Et ça, c'était étonnant. Et là, j'avais donc moi arrêté de lire du Book il y a 20 ans, et j'ai replongé donc dans Tulip, puisque tu me l'as, Little Tulip, et ça m'a un peu surpris au départ, parce que c'est extrêmement sérieux. C'est-à-dire que le trait de Book réaliste, voire très réaliste, a servi une histoire qui est vraiment terrifiante. Une histoire vraiment étonnante, puisque ça parle de goulag, ça parle de prisonniers livrés à eux-mêmes, qui subissent la loi des prisonniers, non pas politiques, mais de droit commun, qui décident de tout. C'est l'histoire d'un enfant qui découvre la sexualité à l'âge de 10-12 ans, quasiment violé par une espèce de marâtre qui fait le capot, si on peut dire, dans un camp, le goulag russe. Et tout ça parce que Book a décidé de raconter une histoire basée sur l'image, dans tout ce qu'elle a de plus fort et de plus profond. Et donc là, en l'occurrence, le tatouage, d'où la couverture, avec ce petit tatouage qui est Little Tulip. Et effectivement, grâce à toi, Christophe, on est allé rencontrer Book à Paris, qui nous a un peu parlé des raisons qui l'ont poussé à faire cet album. Alors, on a beaucoup d'images. Je crois qu'on a peut-être 20 ou 30 minutes d'interview
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par en passer un petit extrait. Nod a fait un petit montage où Book va nous expliquer 2-3 bricoles sur les raisons qui l'ont poussé à faire cet album. On en reparlera juste après. C'est une espèce de teaser de ces 3 minutes, d'un montage qu'on va faire après, où on va prendre un peu de temps pour laisser la parole à Book, puisqu'il a quand même, tu as posé plein de questions et il a un peu parlé de cet ouvrage, mais aussi de son travail, ce qu'il avait poussé, philosophie au de dessin. sa philosophie. Oui, ça a été très, très surprenant, parce que Book est quelqu'un qui a maintenant 60-65 ans, je dirais. 60 ans, il doit avoir. Ouais, je crois qu'il a 60 ans. Et qui pratique les arts martiaux. Et quand je dis pratique, il pratique. C'est-à-dire que le mec, il est ceinture noire, 5e dan de kendo, je crois. Donc, quand on le voit, il respire le côté zen, quoi. Et donc, il a une philosophie un peu particulière. Et donc, on va monter ça bien comme il faut, convenablement, qu'on mettra à la demande quand on aura pris le temps de le monter. Mais là, on va vous passer un petit extrait, un petit montage qu'on a fait rapidement, et on écoute Book nous expliquer pourquoi et comment il a fait cette bande dessinée. On y revient juste après. Ce que je voulais, c'était travailler sur le dessin, sur raconter une histoire en bande dessinée qui parle du dessin. Parce que je trouvais que c'était l'endroit idéal pour pouvoir parler du dessin. Si la bande dessinée est dessinée, c'était bien que la bande dessinée puisse parler du dessin par elle-même. Que ce ne soit pas un littérateur qui parle du dessin, que ce ne soit pas quelqu'un qui n'ait pas une expérience directe du dessin, mais que ce soit en termes de dessinateur qu'on puisse parler du dessin. Mais bien sûr dans le cadre d'une histoire qui soit une histoire à la David Lean, une histoire à grand spectacle, etc. Ce n'est pas un documentaire sur le tatouage dans le goulag, c'est me servir du tatouage dans le goulag pour à la fois parler du dessin et parler aussi de l'aventure du personnage dans un climat qui est complètement hors norme, où le pire comme le meilleur de l'être humain peut s'exalter. D'abord, je me suis documenté parce que le tatouage dans les camps du goulag étaient des tatouages faits par les criminels, les assassins, les brigands. Et il y a une typologie de ces tatouages qui fait que ces tatouages sont extrêmement codifiés. Et donc, il faut savoir, même si bien sûr je n'ai pas pu traiter, puis je n'ai sans doute pas non plus une culture absolue là-dedans, mais je me suis quand même référé à des gens qui avaient traité du tatouage de ces criminels et qui avaient essayé d'en tirer une encyclopédie en disant que tel tatouage signifie telle chose, tel tatouage à tel endroit signifie telle chose, mais à tel autre endroit peut signifier encore une autre chose. Et donc j'ai essayé de me documenter de façon à être le plus proche possible de l'état d'esprit. Il y a dans l'expression du tatouage, dans la manière d'utiliser le dessin sur un support qui est un support qui est le support du corps, donc un autre support que celui avec lequel j'ai l'habitude de travailler, qui est le support papier ou bien toile, ce qu'on veut. Là, d'un seul coup, on est sur de la chair. Et donc, c'est un dessin très particulier, le tatouage, qui est d'une certaine manière l'évocation de ce que peut être le dessin pour moi en termes de dessinateur. C'est-à-dire que pour moi, le dessin, c'est quelque chose qui est aussi important que un dessin qui aurait été incrusté dans ma peau. Sauf que je ne suis pas tatoué pour la raison que, justement, je ne vais pas me mettre un dessin sur moi, mais j'aimerais tous les dessins que j'ai aimés chez d'autres dessinateurs, j'aimerais certains dessins que j'ai réalisés moi, et puis je ne voudrais pas non plus me limiter à des dessins qui soient figés une fois pour toutes. Le tatouage est un dessin qui est figé une fois pour toutes, ou en tout cas presque une fois pour toutes. Voilà, c'était Book qui nous parlait de cet ouvrage, donc Little Tulip, qu'il a écrit donc avec Monsieur Charine, qui est donc le scénariste. Tout à fait. Donc on le verra dans l'interview longue, il nous expliquait, Monsieur Charine a eu sa famille qui a vécu dans les camps, parce qu'il est juif, donc dans les camps en Allemagne, et le choix, il nous expliquera pourquoi il a choisi
Alors, on peut peut-être remettre un peu dans le contexte, c'est que justement, ce duo, on le connaissait déjà, puisque en 86, donc Charin est un romancier américain qui a vécu en France. Et donc, ensemble, en 86, ils ont fait La femme du magicien, donc, qui est aussi justement ce fameux dessin réaliste. On va montrer quelques qui planches. était un peu plus encore dans le style de Book dans les années 80, enfin fin des années 80, donc un petit peu justement ce que tu fais référence à l'époque de Mouchereau, Voilà, etc. c'était On était ce sur des côté couleurs un peu qui étaient exagéré. très vives, voilà. Et puis ensuite, ils ont fait un album qui aussi a eu un énorme succès public et critique, c'était Bouche du diable. Moi, je fais toujours un peu référence, donc ils l'ont fait en 90, moi je fais toujours un peu référence à cet album-là en le mettant en parallèle avec Little Tulip, puisque Bouche du diable se passe aussi en Union soviétique après la guerre. C'est un enfant qui est retrouvé dans la neige, il n'a pas de mémoire, il a un bec de lièvre, et il va être éduqué par le NKVD, en tout cas par le KGB, pour devenir un espion aux États-Unis dans les années 70. Donc c'est encore un enfant, c'était déjà l'histoire d'un enfant qui est pris en charge, qui est pris vraiment par le système soviétique, pour ensuite, avec une question de sexualité, on transforme un enfant en une machine, quelque part, en une machine, d'ailleurs on parle toujours d'animalité, etc. Et après, ça se passe ensuite dans les années 70 aux États-Unis. Donc ça c'était en 90, et il se trouve que Little Tulip, Bouche du diable et La femme du magicien ont changé d'éditeur, et en changeant d'éditeur, Book recontactant Charin lors de ce changement d'éditeur, Book lui a proposé de faire un nouvel album. Enfin, Charin justement lui a dit, est-ce que ça ne te dirait pas qu'on fasse un nouvel album ensemble? Donc Charin avait déjà une idée qui ne plaisait pas trop à Book. Et Book avait lu un ouvrage concernant donc, les tatouages dans les goulags et a évoqué ce sujet avec Charin qui a écrit cette histoire. On peut juste un peu raconter l'histoire. Donc, c'est l'histoire d'un enfant dont la famille est entièrement emprisonnée dans les goulags. Il est séparé de ses parents et effectivement, il tombe dans l'univers carcéral des goulags. Et comme il dessine très bien, son père était dessinateur, son père lui avait appris à dessiner, il commence à devenir tatoueur pour les clans mafieux des goulags. Et c'est effectivement, il y a une violence importante. C'est très violent. C'est très très violent. C'est très beau. On parle de dessin, on parle de tatouage. Et vraiment, effectivement, et après, ça se passe aussi en parallèle, puisque c'est une histoire avec des flashbacks, puisque l'histoire, enfin, la partie contemporaine de l'histoire, ce sont encore les États-Unis des années 70, où le personnage est devenu un profiler pour la police. C'est un très bon dessinateur. Et il a une sorte d'un petit peu de mystère, puisque à partir de quelques traits, en tout cas à partir de quelques explications, définitions, où on décrit, les victimes décrivent un agresseur, etc., avec assez peu d'éléments. Les descriptions sont plutôt bateaux. Tout à fait. Le personnage, lui, arrive à faire le portrait craché vraiment de la personne dont on parle, qui est décrite. Et donc, on ne sait pas d'où vient c'est un peu le côté mystérieux de. Il nous expliquera d'ailleurs dans la petite interview voilà. pourquoi il a travaillé ce mystère-là. Alors, en gros, parce que donc moi j'ai lu Little Tulip, comme je disais, j'étais surpris par le côté sérieux de la chose, parce que c'était extrêmement sérieux. Je n'ai pas été déçu au départ, mais presque en me disant merde, c'est pas le book que je connais. Et je dois dire que j'ai été happé. Non pas par l'histoire, parce que l'histoire m'a laissé totalement indifférent, moi, le mec qui mène une enquête, voilà quoi, enfin, c'est une trame narrative comme une autre. Par contre, j'ai trouvé ça extrêmement osé, culotté, terriblement intéressant au niveau des goulags. C'est-à-dire que c'est des choses dont on parle très très peu. Ce sont des camps de concentration, ce sont des camps où on va pousser les gens dans leur pire retranchement, et c'est très peu abordé. C'est cette violence. Et surtout, c'est des camps qui sont, on le découvre en le lisant, si tant est qu'on n'a jamais fait attention à ce qui se passait dans ces goulags-là, c'est vraiment des camps où des gens qui sont pas ce qu'on peut faire de pire au niveau de l'humanité, mais presque pas loin, ont pris le contrôle.
Et j'ai trouvé ça formidable, comment un homme arrive à s'en sortir, à tirer une expérience de ça, encore une fois, un peu comme Tardy qui retourne sur les traces de son père. Là, ce qui est extrêmement intéressant et fort, c'est ce qui se passe dans ces camps, comment on le découvre. Alors, c'est servi par le trait qu'on est en train de découvrir à l'écran de Book, qui, c'est un gars qui s'est vraiment très bien dessiné. Il nous expliquait d'ailleurs comment il avait choisi de dessiner son petit personnage. Il nous a raconté comment il avait choisi de le dessiner rêche, parce que c'est quelqu'un qui mangeait très peu, etc., etc. Et tout ça, on le découvre à l'intérieur. Et j'ai trouvé ça vraiment très fort, culotté de raconter ça, culotté de raconter l'histoire de ces camps. La violence, on en parle rarement, mais il y a de la sexualité dans les camps. Là, il l'aborde et de manière très rude. C'est très cru, c'est très rude. Et puis, ce que lui a voulu mettre à l'intérieur, son rapport à l'image est très plaisant. On le retrouve, c'est-à-dire qu'il a voulu raconter l'histoire de l'image, il le dit dans le petit détail qu'on a passé tout à l'heure, et c'est extrêmement fort. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que là, il y a deux petits machins. C'est ma fille cadette qui fait des études de langue, études du langage, etc., etc. Ils font un travail sur le tatouage, et je lui ai conseillé vivement d'aller le lire. Ils sont en train de faire un travail sur la signification des tatouages, et c'est extrêmement intéressant de comprendre. Parce que à l'heure actuelle, tout le monde se tatoue, hein, c'est beau, c'est joli, on fait des tatouages. Et là-dedans, on comprend d'où viennent les tatouages, que ça signifie, la valeur que ça a. Quand on commet une faute, on se fait enlever ses tatouages à la ponce, au papier de verre. C'est extrêmement dur. J'ai trouvé ça vraiment très fort. On en a parlé avec dans l'interview, on l'abordera. C'est une revue que je conseille à ceux qui aiment le beau dessin. J'ai trouvé ça au niveau qualité moins fort que ça, par exemple. Hein, on retrouve là. Là, pour moi, ça, c'est proche de Book, c'est-à-dire ces plans un peu déformés, comme si on avait un grand angle. On le retrouve moins là-dedans, parce qu'il y a moins besoin de... Il a essayé de sabrer tout ce côté, on va dire, divertissant. Oui, ce n'est pas un trait divertissant du tout. Mais par contre, si vous voulez savoir ce que c'était que la vie dans les goulags, si vous voulez savoir ce qu'est la nature humaine dans ce qu'elle a de pire, et comment on peut s'en sortir, parce que ce petit garçon s'en sort, il s'en sort. Si on veut, j'imagine que, quand vous lirez le bouquin, c'est un livre que je conseille à ceux qui aiment Book et ceux qui ont envie de se plonger dans une histoire un peu, pas une histoire au niveau narratif, mais l'histoire au sens historique du terme, hein, les goulags. Très bon bouquin que ce Little Tulip. Il faut bien dire que Book continue aussi à côté à faire des ouvrages humoristiques, et avec ce fameux dessin que tu dis, qui est effectivement, on sait que dans les auteurs, dans les dessinateurs que Book apprécie beaucoup, il y a Alexis, il y a Gossens, qui sont effectivement dans des dessins à la fois réalistes et pas caricatural, mais c'est pas les termes caricatural, c'est un peu énorme, c'est le côté énorme. C'est exagéré, tout est exagéré. Et là, on est effectivement dans une histoire qui est vraiment factuelle, c'est la réalité, c'est la dureté de la réalité, en sachant qu'en plus on a un peu deux histoires parallèles, d'ailleurs elles sont parallèles puisque avec les flashbacks, on a une enquête policière américaine, vraiment dans le côté littérature polar classique. Et on a cette sorte de récit, c'est pas un témoignage, hein, mais on est sur une sorte de récit, comme on a pu lire des récits d'ailleurs romancés qui parlent aussi des goulags, mais effectivement c'était un sujet qu'on a vu en littérature plutôt qu'en bande dessinée, et on est là effectivement et chaque fois les témoignages rappellent toujours cette importance des gangs et des clans au sein qui faisaient la police. C'était un État dans l'État, d'ailleurs. Tout à fait. Et du coup, la violence qui pouvait exister par des personnes qui, elles, n'avaient rien fait pour être dans ces camps et qui se retrouvent, elles, face à des vrais criminels. Et c'est comment est-ce qu'on survit. Donc, beaucoup ne survivaient pas. Et là, on est sur un enfant qui aura survécu, mais avec pas mal de séquelles. Et voilà. Book Charry. On a fait le tour de toutes ces choses. On a fait le tour, tout à fait. Voilà, écoutez, après, pour savoir ce que vous avez loupé ou ce qu'il faut acheter, vous revenez sur la vidéo, faites des pauses à réimage, vous aurez tous les titres. Hein, il y en a un certain nombre, mais là, il y a de quoi plaire à peu près à tout le monde. Hein, chacun y trouve son compte. Je pense qu'on les remettra d'ailleurs sur le forum, peut-être. Je mettrai peut-être les références sur le forum avec les différents albums qui ont été présentés. Voilà, et puis après avoir visionné cette petite vidéo, vous irez voir l'interview complète de Book qui sera mise à disposition juste après, avec beaucoup de choses intéressantes. Merci Christophe. Merci à toi. On se retrouve pour une spéciale peut-être plus tard ou une autre émission. Tout à fait. Parce qu'en BD, il s'en passe des choses. Voilà. Ciao. Jenny Reich.